La plateforme du Flon a connu un développement complexe et pour bien comprendre son évolution, il est essentiel de rappeler son histoire tumultueuse. Dès les prémices de la ville de Lausanne, la rivière du Flon traversait la cité, alimentant en chemin des scieries et des moulins. Dès 1812, le voûtage du Flon devient primordial pour des raisons sanitaires et ses premiers travaux serviront de base pour le développement futur de la vallée. Malgré la réalisation du Grand Pont en 1844, la topographie importante de Lausanne retarde encore fortement les communications et le démarrage industriel de la ville. Pour cette raison, un projet de grande envergure sera initié par Jean-Jacques Mercier-Marcel, propriétaire de nombreuses tanneries situées dans la vallée du Flon. Dans le but de diversifier ses activités et de développer l'infrastructure industrielle de la ville, il finança la construction d'un funiculaire. L'objectif est de connecter le port de Ouchy avec le cœur de la ville, favorisant ainsi l'importation de marchandises. Ainsi, il fonda la compagnie du Lausanne-Ouchy et le funiculaire fut inauguré en 1877. En échange, la municipalité céda à la compagnie l'ensemble de la plateforme du Flon, devenant ainsi un quartier à part entière et privé au cœur de la ville. Les gravats excavés lors de la construction du funiculaire furent utilisés pour combler la vallée du Flon, ceci afin de créer une plateforme propice à un développement industriel. Initialement, les premiers bâtiments étaient principalement des hangars, et une fois le sol suffisamment stable, des entrepôts plus imposants virent le jour. En 1930, une convention est signée entre la compagnie du Lausanne-Ouchy et la municipalité, fixant notamment les limitations de la hauteur des bâtiments et déterminant leur organisation en fonction du réseau de voies ferrées. En 1933, la compagnie du Lausanne-Ouchy proposa un projet visant à résoudre les problèmes de circulation auxquels le Grand Pont est confronté depuis plusieurs années. En utilisant les bâtiments existants dotés d'une haute qualité structurelle, le projet a pour but de relier la place Bel-Air à l'esplanade de Montbenon. Cependant, le pont étant orienté du nord au sud, il ne correspond pas à l'axe principal de circulation. Par conséquent, cette solution est jugée insuffisante et sera rejetée. En 1952, un projet très ambitieux, notamment présenté lors de la 8e édition des Congrès internationaux d'architecture moderne, envisagea la construction d'une véritable ville souterraine. Pour y parvenir, une immense dalle recouvre l'ensemble du quartier industriel du Flon, qualifié par le groupe Amphion de plaie béante au centre de la ville. L'objectif principal de ce projet est de promouvoir l'image de Lausanne en tant que ville dédiée au tourisme de masse et au congrès, tout en résolvant les problèmes de circulation. Cependant, ces convictions ne sont pas du tout partagées par les habitants de la ville, qui s'opposèrent vigoureusement au projet, craignant que le quartier du Flon ne leur serait plus du tout destiné. En 1960, la municipalité, en collaboration avec la compagnie du Lausanne-Ouchy, mandata un collège d'architectes pour réaliser une étude complète d'urbanisme de la plateforme du Flon. Après de nombreuses années d'études, le plan d'intention qu'ils présentèrent fut accepté par le conseil communal en 1968. Sur la base de ce plan, la compagnie du Lausanne-Ouchy a l'intention de développer la partie est du quartier en y établissant un grand centre commercial. Afin de superviser les aspects majeurs du projet, la compagnie fait appel à Victor Grön. L'architecte viennois est internationalement connu comme l'initiateur du centre commercial climatisé. Il conçoit les centres commerciaux comme des nouveaux noyaux communautaires cruciaux pour la création de polarités, servant de point de convergence pour l'art et la culture locale. Les architectes Richter et Guth explorèrent ensuite diverses alternatives du projet préliminaire jusqu'à ce qu'une variante soit approuvée par la ville en 1973. Cependant, en 1974, dès son entrée en fonction, le nouveau directeur des travaux de la ville de Lausanne décida de ne pas poursuivre le projet proposé par la compagnie du Lausanne-Ouchy, principalement pour des raisons budgétaires. En 1975, réalisant qu'ils partagent encore des intérêts communs, un nouvel accord est conclu entre la compagnie du Lausanne-Ouchy et la municipalité.
Il commence alors à travailler sur le développement d'un plan d'extension partielle pour l'ensemble de la plateforme du Flon. Ce plan vise à définir les zones et les volumes autorisés pour la construction tout en organisant le fonctionnement global du quartier du Flon. Conformément à l'accord de 1930, la hauteur des bâtiments est clairement définie afin de préserver la vue sur le Jura depuis le Grand Pont, considéré comme un élément essentiel du charme de Lausanne. Cependant, tout le monde n'est pas convaincu par ce nouveau plan d'extension partielle, ce qui engendre la création de l'APAF, l'Association pour un aménagement harmonieux du Flon. L'APAF, dédiée à la préservation du tissu architectural issu de l'ère industrielle, s'oppose au plan d'extension partielle proposé. Cette contestation aura pour effet de déclencher un référendum spontané initié par le Conseil communal. Les Lausannois devront alors voter pour l'acceptation ou le rejet du plan d'extension partielle. Fin octobre 1986, le plan est rejeté par une majorité des habitants de Lausanne. Il y a 20 ans qu'on entend toujours. Faut arrêter là. Il y a 20 ans qu'ils nous cassent les pieds avec ça, on n'a rien. À Lausanne, il n'y a rien qui se passe, mais rien. À la suite de cette période mouvementée, le dialogue est rompu. La municipalité décide d'organiser un concours d'idées pour faire avancer les choses, et la compagnie, désormais appelée LO Holding, refuse de participer au concours et mandate Mario Botta et Vincent Manja afin de développer son propre projet. On parle de la salle, de faire du lac qui est tombé, on pourrait la mettre là. La ville de Lausanne. La vallée du Flon, en tant qu'élément de verdure, pénètre à l'intérieur du tissu urbain jusqu'à la porte de l'ancienne ville sous le Grand Pont. Cette esplanade est située entre la ville bâtie d'un côté et l'esplanade de Montbenon de l'autre. La verdure progressivement recule jusqu'à au-delà du pont. Voilà la maquette de notre proposition. L'idée que soutient le projet, c'est celle de bâtir l'angle de rue de Genève avec des constructions et de laisser un grand vide de pénétration jusqu'au Grand Pont. De cette manière, la vallée verte revient de nouveau à la ville. Néanmoins, ce projet fut rapidement abandonné en raison de son ampleur massive, impactant significativement les vues. De plus, l'aspect plastique et monumental du projet ne rencontre pas l'approbation unanime de l'opinion publique. 4 ans après son lancement, le concours d'idées initié par la municipalité est remporté par Bernard Tchoumi et Luca Merlini avec le projet Pontville en 1991. On disait, voilà, il suffit simplement d'inventer cette notion du pont habité pour relier les deux côtés de la vallée, mais de manière peut-être intéressante et importante, c'est-à-dire c'était pas seulement relier les deux côtés de la vallée, c'était aussi relier le dessus avec le dessous. Donc une série de propositions sont faites dans un premier projet avec des idées de phasage. Et curieusement, dans un contexte que nous n'avions jamais prévu, nous sommes lauréats du concours. On nous demande de faire un plan d'urbanisme pour la ville et nous préparons donc ce document. Le projet Pontville, étant lauréat du concours, servira de base au nouveau plan d'extension partielle, désormais appelé plan partiel d'affectation. Cependant, ce projet faisant table rase du passé ne fait pas l'unanimité et une fois de plus, l'APAF est prête à s'y opposer.
Comme architecte, comme urbaniste, les membres de la PAF s'opposent au projet Pontville. Très concrètement, ça veut dire quoi? Qu'on va essayer d'éviter qu'on démolisse trop de bâtiments? La ville a besoin d'une certaine continuité pour s'épanouir et puis il n'y a pas besoin de faire table rase pour ça. Place aux usagers, place à toutes les qualités qu'on trouve actuellement dans le quartier des entrepôts. Quantité de gens, comme moi-même d'ailleurs, ont soudain réalisé que le quartier en tant que tel avait un intérêt architectural, urbanistique extraordinaire et qu'il s'agissait de le protéger. La LO Holding est elle aussi fortement opposée au pont habité proposé par Tchoumi et Merlini, les qualifiant même de barrages. Par conséquent, et principalement pour des raisons politiques, le projet Pontville sera définitivement écarté en 1994. Ce nouveau retour à la case départ incita la LO Holding à reconsidérer la gestion du quartier et elle commença alors à louer ses entrepôts à faible coût. C'est alors un quartier du Flon plus alternatif et hybride qui voit le jour, librement transformé par les utilisateurs, donnant naissance à divers ateliers artistiques. Enfin, en 1999, principalement grâce à l'initiative de Paul Rambert, le nouveau responsable de la LO Holding, un plan partiel d'affectation, basé sur la structure historique, se concrétise. Terminer les projets démesurés, les Pontville qui voulaient transformer complètement le cœur de la capitale vaudoise. Le dernier plan partiel d'affectation se veut celui de la continuité, celui qui confirme la vocation de ce quartier qui allie les loisirs, le commerce, l'art et la musique. Les travaux commencèrent par la réorganisation des infrastructures liées au transport public du côté est et le reste du quartier fut ensuite développé étape par étape. Nous avons dit quels sont les bâtiments qui ont une caractéristique historique, une qualité architecturale qu'il faudrait déjà placer comme des bâtiments qu'on maintient. Et après, dans les autres vides qui constituent le quadrillage des rues, on a imaginé de nouveaux bâtiments, mais qui restent un peu dans la typologie, en tout cas en volume, hauteur, grandeur des anciens hangars. Au terme d'un siècle de discussions ardues, le tissu urbain industriel initial a su prouver sa résilience en surmontant les conflits d'intérêts des nombreux acteurs impliqués dans le développement du quartier du Flon. Toutefois, ces opinions divergentes ont donné naissance à un nombre considérable de projets reflétant les idéologies qui ont marqué l'histoire de l'architecture au cours du XXe siècle. Dès sa construction en 1932, la tour Bel-Air aurait pu témoigner d'un développement architectural allant de la fascination pour l'automobile jusqu'à la réévaluation du bâti existant. Ceci en passant par des intentions modernistes ainsi que des principes mis en avant par différents architectes influents. Ce sentiment d'inachevé et cette frustration sera partagé par certains habitants. Moi, je trouve que c'est malheureux qu'on ait des projets puis qu'on les laisse pourrir dans un tiroir. Voilà, c'est ça. Chez nous, c'est comme ça.